Eh bien, comme prévu, on va parler plus précisément d'un nouveau roman, c'est La Quête de Séraphim, et on reçoit, tant qu'à faire, celui qui est le mieux placé pour en parler, c'est-à-dire son auteur. Salut Bruno, bienvenue dans l'émission de Ludopod. Eh bien, bonjour Olivier, et puis merci, je te remercie pour l'invitation de pouvoir avoir la chance de participer à ta chaîne YouTube. Eh ben, on va parler de ton roman qui, on va le dire tout de suite, est le premier, donc ça se passe dans un univers de fantasy, puis justement, je vais te poser quelques questions sur ce nouvel univers et puis surtout la manière dont tu as pu aborder l'écriture de ce premier roman. Pour commencer, on va peut-être te demander qui tu es en quelques mots, donc tu te présentes de la manière dont tu veux. Quelles sont par exemple tes inspirations ou tes auteurs préférés qui t'ont amené à l'écriture dans la fantasy? Eh bien, mes inspirations viennent beaucoup des univers un peu classiques de Tolkien, mais surtout, je dirais que ma romancière préférée, c'est Tanis Lee, qui a écrit Le Guide de la Terre plate, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Je vais Ensuite, en SF aussi, bien entendu, Dune, que j'avais découvert dans mon adolescence, donc ça fait déjà quelques années. J'aime bien en fait les romans où tout n'est pas forcément hyper manichéen et où les personnages sont un petit peu pas forcément non plus parfaits et trop lisses, quoi. Ouais. Ouais. Justement, on parlera de tes personnages un peu plus loin. Donc tu viens avec ce premier roman, on va dire un nouvel univers que tu as baptisé Enedor. Alors je crois savoir que il est né aussi de ta pratique du jeu de rôle, on va pouvoir en parler. Et comment as-tu dosé en fait la pure fiction avec, je crois, des souvenirs de parties de jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, dans ce roman? Dans un premier temps, j'avais pensé retranscrire en roman des parties de jeux de rôle. En fait, j'étais parti de là. Donc j'avais créé un univers pas très éloigné de Donjons et Dragons à l'époque, et j'avais commencé à écrire un roman et bon très vite je me suis aperçu qu'il fallait que je m'éloigne parce que de retranscrire une partie parce que même en romançant c'est pas tout à fait le même rythme, c'est pas tout à fait le même style d'écriture. Donc pour faire quelque chose qui soit vraiment intéressant, j'ai repris un peu mes bases, j'ai mélangé cet univers avec un jeu de rôle que j'avais commencé à concevoir dans les années 90 et que j'avais laissé de côté, mais surtout par exemple toute cette partie qui concerne les 10 plans d'existence qui entourent le 11e plan et qui l'influencent. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà un peu décrit dans le roman et qu'on ressent. Et cette partie-là m'intéressait vraiment, je l'avais mis de côté pendant des années. J'ai dit, c'est peut-être le moment de la ressortir et de retranscrire une histoire dedans. Je m'étais aussi donné comme objectif, en créant ce premier roman, de faire un format assez court. Pour pas, parce que un peu mon problème, c'est de mélanger les intrigues dans les intrigues et au bout d'un moment, ça devient un peu difficile à suivre. Donc il a fallu que je me batte un petit peu avec moi-même pour simplifier et de faire quelque chose, une histoire qui soit complètement aboutie. C'est-à-dire que là, si vous lisez la quête de Séraphim, il n'y a pas à attendre forcément une suite pour connaître la fin. L'histoire, elle est bouclée entière. Ce qui ne m'interdit pas de créer une suite avec les mêmes personnages quelques mois plus tard, euh, où je pourrais développer une autre aventure. Bon, on en parlera justement tout à l'heure. Et donc, pour donner envie à nos auditeurs, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler sur le contenu de l'intrigue du roman? Alors en fait, c'est une histoire qui se déroule sur un... Alors ça se déroule à la fois dans les airs, mais en fait, ça fait presque un univers clos. C'est-à-dire que les personnages vont se rencontrer dans ce cadre du désert, et deux d'entre eux vont trouver le troisième qui est dans un très mauvais état et vont l'aider à accomplir sa quête. Donc les personnages principaux, en fait, la première, c'est une guide qui est dans le désert et qui est une moine. Et elle appartient à l'église de Spatia, qui est l'église
de l'espace, mais l'espace dans tous les sens du terme, pas forcément simplement les planètes et les étoiles, mais c'est aussi une église qui cartographie énormément et tous les secteurs du monde. Et donc, forcément, leurs guides sont extrêmement recherchés parce que ils connaissent tous les dédales du désert, par exemple. Mm. Et donc, cette moniale, elle a une autre caractéristique, c'est elle est verte. Alors, pourquoi elle est verte? Alors, on le découvre un petit peu plus loin dans le livre. Hein. En fait, elle a une ascendance qui est dryadique, voilà, comme on peut la voir. Donc, c'est une demi-elfe dryade, en fait. Hein, parce que les elfes dans mon univers sont tous marqués par un des 11 plans. Donc, et cette jeune femme donc va avoir à gérer un des passagers de sa caravane qui est un peu turbulent, qui est un nain, qui s'appelle Thoradin et qui lui doit se rendre dans une ville pour une mission qui lui a été confiée par le roi. Voilà. Et ce Thoradin, ben, il vient la voir affolé parce qu'il voit un fantôme qui arrête pas de le persécuter. Alors le problème, c'est que Thoradin est le seul à le voir. Il le voit, mais il ne l'entend pas. Donc il ne comprend pas ce que le fantôme lui veut. Et au bout d'un moment, ils arrivent à peu près à déterminer et à retrouver l'identité de ce fameux fantôme. Et ce qui va amener donc Carlyle et Thoradin à quitter la caravane pour aller à la recherche de l'endroit où ce personnage serait décédé. Et là, quand ils vont arriver sur site, aux surprises, ils vont certes retrouver le corps du fantôme, mais aussi un autre personnage vivant, lui, bien qu'en très mauvais état, qui s'appelle Séraphim. Et Séraphim, donc, va les entraîner, un peu malgré eux, dans une aventure où ils vont devoir affronter quand même un démon assez balèze. Mais ça, ce n'est que le début du roman en plus. C'est que le début, On hein, a voilà. déjà dit beaucoup, mais en fait, ce n'est que vraiment que le Ce début. n'est que le début, hein, en fait. Voilà, Et ce que je dis moi, là, on peut le retrouver sur la quatrième de couverture, hein, je ouais, dirais. tout à fait. Mais Et je ne vais pas trop en dévoiler non plus. ouais, c'était juste un teaser, comme on disait, pour donner envie aux auditeurs. Moi, quand je l'ai lu, surtout sur cette partie-là, ça m'a donné un petit peu une ambiance Mad Max, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment enfin, je sais pas, une ambiance que tu as réussi à créer de fin du monde où la survie est importante, surtout dans le désert, et que voilà, le moindre mouvement est décisif. Et je crois que tu l'as retranscrit, en tout cas, ça m'a donné ce sentiment tout au début du roman. Euh, Il y a autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est justement, tu as décrit un petit peu les personnages principaux, mais le roman s'appelle La quête de Séraphim, mais effectivement, c'est pas Séraphim qui est en couverture. Tous les héros, les trois héros principaux, on va dire, ils sont pour moi sur le même pied d'égalité. C'était volontaire de ta part de ne pas faire ressortir vraiment un héros, des héros parmi le roman. Oui, en fait, je voulais donner à chacun un rôle à peu près égal. Et alors, c'est vrai que bon, Carlyle était peut-être plus le côté avec lequel les lecteurs peuvent s'identifier, Mm. puisqu'en fait, c'est elle la guide dès le début, et donc elle va un peu guider le début de l'aventure. Ouais. Thoradin, bon, il est plus, je dirais, là un peu pour faire, dans un premier temps, pour faire un peu rire, mais on va s'apercevoir que, au-delà du cliché du nain qui râle tout le temps, qui aime bien boire un coup et qui voilà, qui a ce côté bougon et un peu amusant, il y a aussi une personnalité derrière qui est loin d'être aussi simpliste qu'elle peut donner l'impression. Alors, il y a un chapitre, bien sûr, je ne vais pas trop le décrire, mais où il subit un interrogatoire et où, je dirais, où il arrive subtilement à retourner la situation vers lui. C'est là qu'on découvre qu'en fait, le personnage est loin d'être simplement un bébête, quoi. Euh, un peu naïf, certes, mais pas un bébête. En fait, il me sert un petit peu aussi à permettre au lecteur de prendre connaissance du monde, puisque lui, il vient d'une ville souterraine de nains, il n'est pas forcément au courant des us et coutumes de tout ce qui se passe en surface. Donc, il est aussi, pour moi, un biais assez facile et assez pratique pour expliquer des éléments du monde aux personnes qui vont le lire.
Et enfin, donc, Séraphim. Séraphim, donc, je n'ai pas encore vraiment développé, mais enfin, dans l'interview, je veux dire, qui est un- une sorte de paladin. Son titre, c'est Répurgateur, donc du dieu de la loi, Lex, et il est extrêmement borné hein, dans son rôle, un peu d'incorruptible, un peu fanatique sur les bords. Donc, pas forcément le personnage avec qui on aura envie de passer une soirée pour passer un bon moment, quoi. Mais le personnage, par contre, sur qui on peut compter si s'il faut aller face au danger. Voilà. Et Séraphim, donc, au fur et à mesure de l'histoire, on va commencer à voir des facettes de lui qui vont le montrer un petit peu plus humain. Hein. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, son rôle va être plutôt un peu de forcer les deux autres personnages à le suivre dans sa quête, hein, qui consiste à récupérer des objets sacrés, hein, appartenant à son culte en plus, qui ont été volés par un démon. Alors, Et est-ce que bien entendu, alors, s'y comprendre pourquoi le démon l'a fait, quoi. Voilà. et cette volonté de mettre les héros sur le même niveau, est-ce que c'est pas aussi inconsciemment issu du jeu de rôle? Est-ce que c'est pas les joueurs en fait qu'on suit quelque part? Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Quand je fais des jeux de rôle, hein, parce que j'en fais encore, je m'arrange pour que chaque joueur ait un lien plus spécifique avec l'univers du jeu pour lui trouver une implication personnelle. Donc, je suis resté un petit peu dans cette idée, dans la conception des personnages, pour que chacun ait une raison de suivre cette aventure. Ce qui m'obligeait aussi à mettre un nombre de personnages un peu limité. Je pouvais pas en mettre 5 ou 6, c'était un peu compliqué. Et puis bon, sur un format très court de 200 pages, bon, c'était un peu difficile. Euh, 3 personnages me semblaient le bon équilibre. Et donc là, chacun avait une raison particulière de suivre cette mission. Ah, et puis je pense que ça t'a permis de développer la psychologie de chaque personnage de manière plus poussée, effectivement, que s'il y en Oui, avait oui, plus, comme tu l'as dit. oui, Euh, j'ai tenu effectivement à ce que leur psychologie soit présente et pas ouais, simplement des personnages, je dirais, qui représentent une capacité d'arme ou une compétence, quoi. ok. Ils ont aussi des défauts. Hein. Et justement, quel a été ton processus d'écriture? Parce que en fait, c'est ton premier roman, on le redit. Est-ce que tu as suivi un plan ou est-ce que tu as écrit vraiment de manière empirique au fur et à mesure? J'ai fait un plan, c'est-à-dire que je savais d'où je partais, où j'allais et les étapes principales. Après, il y a des moments où j'ai un peu bifurqué par rapport à ce que j'avais écrit à l'origine. Parce que j'ai découvert ce phénomène qu'on appelle l'écriture automatique, Mm. qui est assez surprenant en fait. C'est quoi? C'est On a le un peu l'impression personnage de qui rentrer prend dans la une main sur forme de l'auteur? transe. Et il y a des choses qui se développent et comme si les personnages disent non, non, on fait pas ça, je vais faire ça. Et ouais, Enfin, comme c'est s'ils ça. prenaient vie d'eux-mêmes, quoi. Donc, j'ai dévié de quelques aspects, sans regret d'ailleurs, hein, parce que je trouvais que ça apportait plus d'ailleurs que ce que j'avais prévu à l'origine. Mais sur le fond, oui, oui, du point de départ jusqu'à l'arrivée, je savais où je partais, où j'allais. Ouais. Ok. Bah, tout à l'heure, tu as évoqué qu'il y a une suite, un tome 2, on va dire, qui est déjà dans le four. Est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques idées? Eh ben, alors je vais vous dévoiler quelques éléments. Hein. En fait, voilà. Donc là, quand je parlais de la caravane, elle se rendait jusqu'à une ville qui s'appelle Romédia. Et cette ville, eh ben, le tome 2 se passe à l'intérieur de cette ville et on découvre qu'il y a des éléments un peu inquiétants, des gens qui sont retrouvés avec le visage effacé. Et on va retrouver nos personnages dans cette aventure à la recherche du secret de ce qui se passe avec les gens qui ont le visage effacé. Et on verra donc les personnages qu'on a déjà rencontrés, d'autres aussi, des nouveaux. Hein, et aussi, on va en apprendre un peu plus sur leurs histoires personnelles Ok. que je n'ai pas pu développer sur un format plus court. Là, le roman sera plus long. Hein. J'en suis déjà au premier tiers et il fait déjà à peu près la longueur du roman actuel. Ok. Donc, Et l'univers d'Enedor, il est déjà défini chez toi ou c'est vraiment quelque chose que tu peux
Alors, paramétrement on va augmenté. dire qu'il est défini dans les grandes lignes. En fait, j'ai déjà élaboré une carte, donc ça c'est mon côté rôliste, hein, Pas j'ai fait mal. une carte avec le monde des différents pays, mais bon, je me laisse totale liberté de modifier, bien entendu, en fonction des. Voilà. Bon, sachant que j'ai déjà à peu près une idée sur un troisième roman qui se passerait à Enedor, mais à un autre endroit avec d'autres personnages. Donc on est parti pour une trilogie. Ah, ça serait pas vraiment une trilogie, parce que là, celui-là, il se passerait avec d'autres personnages et à un autre D'accord. endroit. Ok. Donc ça, Un ça se passerait dans le spin-off. même monde, mais ouais. Alors ce que je veux éviter, ce que je vais essayer de me tenir, hein, bon, je verrai si j'y arrive vraiment, c'est de faire en sorte que chaque histoire soit complète Hmm. et qu'on puisse la lire sans avoir forcément besoin de. Séparément. Ok. Ouais. Ça marche. Bah justement, pour l'instant, ce premier volume, donc tu l'as édité à compte d'auteur donc sur Amazon. Mais quelle est la portée que tu souhaites donner au roman là, dans les mois à venir, par exemple? Ah bah, j'aimerais bien entendu le faire plus connaître, hein, donc ça va être aussi la phase sur laquelle je vais m'atteler, hein, c'est-à-dire la partie promotion, etc. Comment le faire découvrir, donc bah, déjà par le biais de ton interview, et je t'en remercie, c'est déjà un premier pas. Et puis je compte aussi un peu sur le bouche à oreille. J'ai vu là sur Amazon qu'il y a des gens qui ont eu des commentaires que je connais pas, donc c'est déjà bon signe. Et voilà quoi. Moi, j'espère que oui. Puis le but, c'est bon. Honnêtement, je fais pas ça pour m'enrichir, hein, je veux dire, l'intérêt surtout, c'est de partager un peu mes histoires et mes univers. C'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse dans l'écriture. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille la lecture de ce premier roman de Bruno. On donnera bien sûr tous les liens pour se procurer le roman, donc soit en manière physique, comme je l'ai là sous la main, en papier, ou en dématérialisé. Donc je crois que tu l'as mis sur différents formats pour des liseuses, pour ceux qui sont équipés de tablettes pour lire les romans. Et puis, bah, moi, je te souhaite tout le succès possible avec ce roman. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se Eh ben, quitte. bah, écoutez, j'espère pouvoir encore vous distraire avec d'autres romans, et j'espère que vous y prendrez goût, et je te remercie encore une fois pour ta gentillesse et de m'avoir permis de m'exprimer. Pas de souci, moi je suis curieux de lire la suite. C'est vrai que j'ai été très pris par tes personnages. Comme on le disait tout à l'heure, le fait qu'il n'y en ait que trois, enfin c'est pas justement un gage négatif, mais c'est vraiment un roman qui est très court, mais très prenant en termes d'action et puis surtout de psychologie de personnage, avec plein de rebondissements. Et puis dedans, il y a aussi un gnome magicien, on l'a pas évoqué, mais qui est assez trublion dans l'affaire. Oui, Euh, oui, oui. Effectivement, il y a deux autres personnages, je dirais, qui sont un peu moins au premier plan, mais qui prennent un peu d'importance vers le milieu du roman, hein. Donc, un magicien un peu étrange que je vous laisserai découvrir, et une des méchantes qui n'est peut-être pas aussi méchante qu'elle en a l'air, et qui est vraiment, pour le moins, qu'on puisse dire, étrange. Voilà. Donc tout ça c'est dans la quête de Séraphim, donc je rappelle, je mettrai tout ça en description de la vidéo sur YouTube, et puis vous retrouverez donc Bruno bah, au détour d'un salon d'écriture, j'imagine. Bonne chance à toi, puis bonne chance au roman, et à bientôt. Ok, merci.